Nous sommes à la recherche de l'ingrédient secret qui nous distingue des grands singes. Nous les avons laissés loin derrière nous et nous dominons aujourd'hui la planète. Il y a à peine plus d'1% de différence entre notre ADN et celui du singe. Pourtant, nous avons donné naissance à un monde technologique complexe, alors que les singes continuent d'utiliser des bâtons comme outils et de se balancer d'arbre en arbre. La question est de savoir quel changement a eu lieu en nous et qui ne s'est jamais opéré chez nos cousins les plus proches. En conduisant une série d'expériences, nous espérons découvrir les secrets enfouis au plus profond de notre cerveau. Il y a de nombreuses ressemblances entre les grands singes et nous. Mais il est un domaine dans lequel nous sommes différents, celui de la compréhension des lois de la nature. Les singes ont beaucoup de mal à comprendre la notion de gravité. Pourtant, il est évident que cette loi ne leur échappe pas complètement. Puisqu'ils savent se maintenir en équilibre, par exemple. Ou encore grimper aux arbres. Et même monter à bicyclette. Ils savent doser leur force pour casser une noix de coco sans pour autant la faire voler en éclats. Puisque les chimpanzés savent utiliser des outils et façonner des objets simples qui les aident dans leur survie quotidienne, pourquoi n'en ont-ils pas tiré parti? Pourquoi n'ont-ils pas bâti des maisons, des villes, etc. Ils sont peut-être incapables de bâtir des villes, mais ce chimpanzé semble en savoir assez long sur la physique pour faire une pile de cubes sans qu'elle s'écroule. Il semble comprendre qu'il ne peut empiler que des cubes dont la surface est plane. Les capacités des singes s'arrêtent-elles là? L'expérience qui va suivre est une confrontation directe entre l'homme et le singe. On va mettre la première pomme ici sur le toboggan et proposer au chimpanzé de prendre les deux autres et de choisir celle qu'il veut faire rouler. La légère, ou s'il a quelques notions de physique, la lourde. Très bien, Mandy. Les chimpanzés ont le choix entre une boule lourde ou une boule légère. Mais ils choisissent au hasard. Ils ne comprennent pas qu'ils doivent utiliser la boule lourde pour faire tomber la pomme. Après des centaines d'essais, les chimpanzés finiront par savoir effectuer cette tâche correctement. En revanche, il est évident que c'est un comportement acquis. Ils sont récompensés quand ils utilisent la balle lourde, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Les enfants feront-ils mieux? Comprendront-ils les notions de masse et de gravité? Quelle boule va pousser la pomme? Celle-là. Tu me montres? Bravo. Ce garçon de 5 ans et demi comprend du premier coup. En fait, les enfants testés choisissent la boule la plus lourde dès l'âge d'1 an et demi. Nous comprenons très tôt la notion de mouvement et d'interaction entre les objets. C'est bien. C'est une des aptitudes qui nous séparent. Des structures les plus simples, comme les huttes debout jusqu'aux maisons d'aujourd'hui, nous savons construire un toit au-dessus de notre tête sans qu'il s'effondre. Une expérience très simple va nous montrer pourquoi nous savons le faire et pas les singes. Dans cette expérience, enfants et chimpanzés doivent faire tenir en équilibre des objets en forme de L à l'envers. C'est une tâche difficile qui demande une bonne coordination, mais ce garçon a réussi. Ce chimpanzé aussi. Bravo. Maintenant, l'expérimentateur pipe les dés. Il remplace un des L par un L lesté qui ne peut pas tenir en équilibre.
L'autre maintenant. Le chimpanzé pense que le L tiendra en équilibre et continue d'essayer. Encore et encore. Encore et encore. Les chimpanzés essaieront sans relâche de faire tenir le L. Ils se donneront beaucoup de mal. Et parfois même, ils se montreront futés en faisant comme ça. Ce qu'ils ne feront pas, en revanche, c'est examiner le L pour essayer de comprendre pourquoi il ne tient pas. Que se passe-t-il lorsque c'est un enfant? Il se rend compte que quelque chose cloche et cherche à comprendre pourquoi. Non seulement nous sentons instinctivement qu'il y a un problème, mais nous voulons également savoir pourquoi. Les singes, eux, s'arrêtent avant. C'est notre aptitude au questionnement et à la pensée latérale qui, il y a des millions d'années, a permis aux premiers de nos ancêtres de faire un grand pas en avant. Nous avons cessé de tâtonner et commencé à anticiper le comportement des objets. Nous avons alors fait un prodigieux bond en avant qui nous a rapprochés un peu plus du sommet de l'arbre de l'évolution. Néanmoins, notre désir de comprendre le monde n'est qu'une pièce du puzzle. La vraie clé de notre réussite se trouve cachée quelque part dans le développement de notre cerveau. Ce qui différencie le cerveau de l'homme de celui du singe, c'est entre autres sa taille. Lorsque nous atteignons l'âge adulte, notre cerveau fait 3 fois la taille de celui des chimpanzés. Ce cerveau volumineux s'accompagne d'une mémoire extrêmement puissante. Chacun d'entre nous a en mémoire des millions d'informations. D'ailleurs, nous avons tendance à considérer qu'aucun autre être vivant n'a une aussi bonne mémoire que la nôtre. C'est une erreur. Les images à suivre vont nous montrer l'un des plus grands exploits de mémoire jamais filmés. Et on ne le doit pas à un homme. Le professeur Tetsuro Matsuzawa de l'Institut de recherche sur les primates de Kyoto, au Japon, a élaboré un test de mémoire pour les chimpanzés. Son meilleur élève a 7 ans. Quand on lui montre sur un écran des chiffres de 1 à 9, il les fait disparaître dans le bon ordre, un à un. Chaque fois qu'il réussit, il reçoit une récompense, un morceau de pomme ou un raisin sec. Mais ensuite, les chercheurs augmentent la difficulté. Dès que le chimpanzé appuie sur le chiffre 1, les autres chiffres sont masqués. Il doit se rappeler où se trouve chaque chiffre et appuyer sur les carrés blancs dans le bon ordre. Les chiffres sont affichés de façon totalement aléatoire. Pourtant, il réussit à chaque fois à la vitesse de l'éclair et avec une précision de 100%. En 65 centièmes de seconde, il est capable de se rappeler les chiffres, de dire où ils étaient. À vous maintenant. Vous avez réussi? Non? Recommencez. Cette fois, nous passerons la séquence 2 fois moins vite. Toujours pas? Essayez 4 fois moins vite. En revoyant les images à la vitesse normale, on se rend compte à quel point la mémoire de ce singe est extraordinaire. Comment s'en sortent les humains? Personne ne sait pourquoi, mais les enfants ont tendance à être meilleurs que les adultes dans les épreuves faisant appel à la mémoire à court terme.
Nous avons demandé à des enfants de 9 ans de se prêter au jeu. Ils étudient les chiffres bien plus longtemps avant de se lancer. Et malgré cela, la plupart du temps, ils n'en trouvent que 4 ou 5. Parfois, ils se débrouillent un peu mieux. Pas mal, mais revoyons les images du chimpanzé. Il semblerait que la mémoire à court terme des chimpanzés soit supérieure à la nôtre. Les scientifiques pensent que la mémoire à court terme des chimpanzés les aide à survivre. Ils peuvent faire un inventaire instantané de leur environnement, repérer la nourriture et éviter les ennemis. L'ancêtre commun des hommes et des chimpanzés avait peut-être cette capacité de mémoriser instantanément les choses en un regard. Les scientifiques pensent que nous avons perdu cette mémoire immédiate au profit d'une capacité mentale infiniment plus puissante. Cette évolution représente l'une des étapes les plus importantes de l'hominisation. Le langage. Le langage cimente la société humaine. Nous exprimons nos joies et nos peines. Nous échangeons des idées. Nous travaillons ensemble vers des objectifs communs. Les singes sont très proches de l'homme sur le plan physique. Alors peuvent-ils acquérir un langage humain ? Dans les années 50, 2 primatologues, Keith et Catherine Hayes, ont tenté d'apprendre à parler à un bébé chimpanzé. Parle. Plus fort. Parle. La différence entre nous et les singes, c'est que leur larynx n'a pas la même morphologie. Le chimpanzé doit tenir son nez pour produire des sons. Malgré tous leurs efforts, au bout de 6 ans, ce chimpanzé n'avait appris que 4 mots. Maman, papa, eau et tasse. S'ils ne parlent pas notre langue, les singes ont-ils leur propre langage? Dans leur milieu naturel, les chimpanzés sont très bruyants et poussent des cris très distincts. Mais ont-ils une signification? Est-ce un langage? D'après le professeur Matsuzawa, les vocalisations des chimpanzés sont différentes de celles des hommes. Les hommes émettent des sons uniquement en expirant. Les chimpanzés en expirant, mais aussi en inspirant. Vous entendez... Mais non, non, non. On dénombre plus de 30 types de vocalisation en milieu naturel. L'une des plus impressionnantes est appelée ululement haleté. Ce cri sert à saluer ses congénères et à signaler sa présence. On peut l'entendre jusqu'à 1 km à la ronde. Voilà le grognement haleté. Il est émis par des individus dominés pour saluer un chimpanzé dominant. Et voilà un cri qui indique que les chimpanzés ont trouvé leur nourriture préférée. Celui-là est un cri de peur. Les grands singes semblent avoir leur propre langage, mais il est limité. Les hommes ont des millions d'années-lumière d'avance. Les enfants s'imprègnent du langage très tôt, peut-être même in utero.
Yeah, good. Bébé, nous commençons à apprendre à parler. Et lorsque nous atteignons l'adolescence, notre aptitude à communiquer est phénoménale. Un adulte connaît en moyenne 60 000 mots. Il est évident que les singes ne peuvent pas parler comme les hommes. Alors comment fonctionne notre cerveau pour nous permettre d'acquérir un vocabulaire aussi riche? Il nous faut découvrir ce qui fait que notre cerveau nous permet de communiquer au moyen d'un vaste vocabulaire, alors que nos cousins, les grands singes, ne sont capables d'échanger que quelques grognements et quelques cris. Les scientifiques de Great Ape Trust, fondation pour les grands singes près de Des Moines dans l'Iowa, savent communiquer avec les animaux. Tu peux faire ça? Non, pas ça. Depuis plus de 50 ans, les scientifiques essaient d'apprendre à parler aux singes. Si les singes pouvaient parler, on pourrait alors savoir ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Depuis 12 ans, Rob Shoemaker étudie les aptitudes au langage des orang-outans. Il essaie d'enseigner le langage à une espèce qui s'est éloignée de nous il y a 11 millions d'années. Shoemaker commence avec quelque chose qui intéresse grandement les singes, la nourriture. Ok, Hayes. Tu veux commencer par ça? Ce serait super, je sais. L'orang-outan doit identifier le symbole correspondant à chaque objet. On va commencer par désigner du raisin. Ça, c'est le symbole du raisin. Regarde bien. Excellent, bravo. C'est bien, c'est bien. Le symbole de la banane. Regarde attentivement. Excellent. Voici le symbole de la pomme. Prêt? Tu as vu? Regarde l'écran. C'est bien. Je vais maintenant demander à Hayes de désigner un objet. Tu vois ça? Tu veux le désigner? Voyons si tu y arrives. Le symbole du gobelet. Ouais, très bien. Très bien. Il est très précis lorsqu'il désigne par leur nom ce type d'objet. L'orang-outan apprend très vite à classer des objets similaires mais pas identiques dans la même catégorie. Celui-ci est plus grand, il a une anse, la couleur et la matière sont différentes. S'il est capable d'appréhender le concept d'une chose, sa représentation, il parviendra à le généraliser. Bravo. Rob a déjà appris à Hayes les symboles de quelques aliments et objets. Mais il y a une limite. Les hommes ont en moyenne 60 000 mots de vocabulaire. Cet orang-outan travaille avec un dictionnaire d'à peine 70. C'est impressionnant, mais on ne peut pas vraiment parler de langage. Pour savoir si le langage est le propre de l'homme, nous devons tester un de nos cousins les plus proches, le bonobo. Les bonobos sont également appelés chimpanzés pygmées. Sur le plan physique, ils ressemblent beaucoup aux chimpanzés, mais leur comportement est très différent. Dans leur milieu naturel, ce ne sont pas des mâles dominants, mais des femelles qui forment des alliances et contrôlent le groupe. Ensuite, il y a peu de bagarres, car ils dissipent les tensions en ayant de fréquents rapports sexuels. Enfin, les bonobos marchent debout plus souvent que les chimpanzés. Au Great Ape Trust, Liz Pugh travaille avec un petit groupe de bonobos. Ils vivent dans un environnement humain depuis leur naissance. Ils ont maintenant une vingtaine d'années. Tu m'apportes l'huile? Ils utilisent de nombreux objets et ont de multiples activités dans leur quotidien qui les encouragent à avoir recours au langage. L'ambiance est très décontractée. Les bonobos sont ici chez eux. Ils peuvent même cuisiner leur propre repas. Les singes utilisent un tableau de symboles appelé lexigramme pour communiquer avec Liz et le directeur de recherche Bill Fields. Tu veux quoi avec tes nouilles? Des céréales?
Nous utilisons les lexigrammes quotidiennement, que ce soit pour apprendre, pour manger, pour dormir, pour s'amuser. Quoi qu'on fasse, on utilise les lexigrammes. C'est notre façon de communiquer. Cette méthode donne des résultats remarquables. Dans ce test, les chercheurs demandent à une femelle bonobo de montrer l'étendue de son vocabulaire. Lorsqu'elle appuie sur le rond vert, le symbole d'un mot apparaît. Lise prononce également le mot. Laitue. Ok, on en fait 15. Elle doit ensuite trouver la photo correspondante au mot. Pastèque. Cinq. Lise Pugh pense que cette femelle bonobo comprend le sens de plus de 2000 mots de la langue anglaise et qu'avec les lexigrammes, elle peut échanger 250 mots. Bien. Encore un. Bien. 15 sur 15. Son frère a une attitude encore plus remarquable. C'est une affirmation controversée. Kanzi pourrait bien être le premier singe au monde à comprendre pas simplement quelques mots, mais des phrases entières. Lise Pugh utilise plusieurs objets pour en faire la démonstration. Est-ce que tu peux prendre la seringue et faire une piqûre à la poupée? Sur le ventre, oui, c'est bien. Kanzi, est-ce que tu peux prendre les oignons et les mettre dans le chapeau aux oreilles de lapin? Merci. Tire dessus. Voilà. Tu peux l'enlever comme ça, tout doucement. Tu peux enlever le bonnet du poupon et les chaussons du poupon. En matière de langage, les compétences des deux bonobos sont impressionnantes. Mais ils n'en ont pas une utilisation aussi complexe que les hommes. Ils peuvent comprendre et énumérer des objets, mais leurs compétences s'arrêtent ici. Ils ne semblent pas pouvoir communiquer des pensées ni des émotions. C'est peut-être le langage qui fait que nous sommes différents. Il va falloir déplacer la table. Dans leur milieu naturel, les vocalisations des grands singes n'ont peut-être pas beaucoup évolué depuis que les chimpanzés et les bonobos se sont éloignés de nous il y a 5 millions d'années. Mais depuis que nous nous sommes éloignés de nos ancêtres, les singes, nos cerveaux ont développé des moyens élaborés d'enregistrer les informations. Les grands singes apprennent par tâtonnement ou en observant passivement. Nous, nous échangeons des idées et nous examinons les moyens de résoudre les problèmes. Le langage n'est pas la seule différence. Ce qui fait notre spécificité pourrait être quelque chose de bien plus fondamental. Nous coopérons. Nous travaillons ensemble. Nous jouons en équipe. Nous partageons nos activités avec d'autres. Dans les petits villages comme dans les grandes villes, les populations s'entraident pour survivre. Ceci en est sans doute l'exemple le plus extrême, la guerre. La population d'un pays tout entier se bat ensemble pour atteindre un objectif commun. Tout le monde a un rôle différent, mais tous tendent vers un même but. Est-ce donc la coopération qui nous distingue des singes? Un scientifique a filmé un événement étonnant qui montre jusqu'où la coopération des chimpanzés peut aller. Travailler ensemble peut paraître relativement facile. C'est une des bases de la société. Mais nos cousins, les grands singes, sont-ils eux aussi capables de coopérer? Un jour de novembre 2002, le primatologue David Watts s'enfonce dans la forêt de Kibale, en Ouganda, pour y observer, comme il le fait chaque jour, les chimpanzés de Ngogo.
il est sur le point d'assister à un événement choquant. David Watts observe un groupe de chimpanzés en route vers un territoire voisin. En quittant leur propre territoire, ces animaux d'ordinaire bruyants se taisent et avancent à pas feutrés, comme un commando en mission. Quand soudain, ils repèrent un petit groupe de mâles du territoire voisin et passent à l'attaque. Un individu est entouré de 18 mâles. Il tente désespérément de s'enfuir, en vain. Ils le battent à mort. David Watts est profondément secoué. Un tel comportement a rarement été observé. Ce pauvre mâle était totalement encerclé et impuissant. Environ 10 minutes après notre arrivée sur les lieux, il était mort. David Watts a assisté à un assaut stratégique donné par des chimpanzés en guerre contre une bande rivale. Ils prennent une décision. Ils semblent assez forts dans ce domaine. Ils évaluent les risques encourus, combien ils sont les autres, et s'ils pensent être plus nombreux, ils attaquent. Ils commencent par se donner des signaux subtils, par exemple en s'épouillant ou en bougeant dans une certaine direction, et puis un déclic se produit dans leur tête et ils se lancent. Jusqu'ici, tout semble indiquer que les singes, comme les hommes, sont capables de coopérer. Ils s'épouillent mutuellement. Ils aident leurs petits à franchir les obstacles de la vie quotidienne. Et à l'extrême inverse, ils collaborent pour chasser des bandes rivales. Mais ce comportement est-il propre à l'homme ? À l'Institut Max Planck à Leipzig, en Allemagne, ce chercheur cherche à établir jusqu'où les humains sont prêts à s'entraider. Il se fait passer pour le scientifique le plus maladroit de la planète. Mais ses expériences ont un objectif très sérieux. Elles montrent que même les tout-petits coopèrent instinctivement. On n'a pas besoin de les récompenser pour qu'ils le fassent, ils le font naturellement. Ils coopèrent en empilant des cubes, ou en aidant maman à les habiller le matin, ou en mangeant, etc. De façon très simple, ils montrent déjà des aptitudes à coopérer. Les singes ont-ils également tendance à aider instinctivement ou sont-ils limités par quelque chose ? Le sanctuaire de l'île Ngamba en Ouganda est l'un des plus importants centres de recherche sur le comportement des chimpanzés. Quand les chimpanzés sortent de la forêt pour venir manger, cela permet à la chercheuse Alicia Mellis de mener des expériences dans des conditions aussi proches de leur milieu naturel que possible. Elle veut savoir à quoi pensent les chimpanzés lorsqu'ils coopèrent. Comprennent-ils vraiment ce qui se passe? Comprennent-ils qu'il s'agit de quelque chose qu'ils doivent faire ensemble? Comprennent-ils qu'ils ont besoin d'un partenaire? Alicia Mellis cherche à savoir jusqu'où les chimpanzés sont disposés à s'entraider. Elle pose une longue planche à côté de la cage où se trouveront les chimpanzés. Je vais mettre de la nourriture dans les deux plateaux à chaque extrémité de cette plateforme. Je mets 5 morceaux ici et 5 morceaux ici. Elle met ensuite une corde qui va de la planche à la cage. Quand les extrémités de la corde sont rapprochées, comme ici, un chimpanzé peut attraper la nourriture tout seul. Alicia recommence l'expérience. Cette fois, elle éloigne les extrémités de la corde, de sorte qu'un singe tout seul ne peut pas tirer sur les deux à la fois. Puis Alicia fait entrer un autre chimpanzé dans la cage voisine.
elle bloque la porte entre les deux cages. Si je suis seule ici, la corde étant trop courte, je ne peux pas atteindre les deux bouts à la fois. Et si je tire d'un côté, elle sort de l'autre et je ne peux pas approcher la planche. Désormais, le chimpanzé ne peut accéder à la nourriture qu'en collaborant avec un congénère. Alors, que fera le chimpanzé? Il comprend qu'il ne peut pas y arriver tout seul et débloque la porte pour faire entrer l'autre chimpanzé. Ils tirent sur la corde ensemble. Dans cette configuration, les chimpanzés s'entraident. Mais une toute petite modification compromet le délicat équilibre. Cette fois, il y a autant de nourriture que précédemment, mais elle a été placée dans un seul plateau au centre de la planche. Les deux chimpanzés continueront-ils de s'entraider comme le feraient des hommes? Ils tirent ensemble sur la corde, mais l'un d'entre eux rapproche la planche. C'est le chimpanzé dominant qui s'empare de toute la nourriture. Alicia recommence l'expérience. Mais cette fois, le deuxième chimpanzé refuse de collaborer. Il sait qu'il n'aura pas de nourriture. Lorsqu'il s'agit de collaborer, les chimpanzés ont leurs limites. Aux yeux de l'homme, de bananes ou de pommes, ça peut se partager. J'en prends une, tu prends l'autre. Mais aux yeux du chimpanzé, ça ne semble pas assez. Et dans ce type de situation, le partenaire est plutôt perçu comme un concurrent que comme un collaborateur. Quand les chimpanzés coopèrent, ils peuvent utiliser leur partenaire comme un outil. J'utilise l'autre chimpanzé pour atteindre mon propre but. La coopération n'est pas la même que chez les hommes qui partagent un objectif commun et ont les mêmes intentions. Peut-être est-ce là que se situe la frontière entre les singes et les hommes. Nous avons des intentions communes. Nous communiquons nos objectifs et surtout, nous ne servons pas égoïstement nos propres intérêts. La dernière phase de notre expérience sur la coopération montre que nous sommes capables d'une entraide dont sont incapables les singes. Nous sommes sur le point de mettre au jour la barrière qui sépare les hommes des singes. Nous essayons de savoir si nos cousins, les grands singes, sont capables de coopérer et de s'entraider comme le font les hommes. Pour notre dernière expérience, une chercheuse prend 2 gobelets et met un aliment sous l'un des deux. Le chimpanzé doit deviner sous quel gobelet se trouve la nourriture. La chercheuse fait mine d'attraper le gobelet avec l'aliment. Le chimpanzé le choisit sans hésiter. Si on crée une situation dans laquelle on est en compétition avec le chimpanzé en faisant mine d'attraper le gobelet, il en déduit que c'est là que se trouve l'aliment. Si l'autre essaie de l'attraper, c'est que la nourriture doit être là. En revanche, un geste légèrement différent change tout. Au lieu de faire mine de l'attraper, la chercheuse indique du doigt où se trouve la nourriture. Une fois sur 2, le chimpanzé choisit le mauvais gobelet. Il ne comprend pas que la chercheuse essaie de l'aider. Je ne crois pas qu'ils comprennent qu'on essaie de leur donner une information pour les aider. En milieu naturel, un chimpanzé ne montre pas de la nourriture à un autre en disant « Voilà de la nourriture, j'en veux pas, prends-la ». Les chimpanzés ne comprennent apparemment les intentions que d'un point de vue égoïste.
Ils ne sont prêts à collaborer que s'ils y gagnent. Voici le même test avec un bébé de 18 mois. L'enfant comprend immédiatement. Les enfants viennent au monde en pensant automatiquement que les gens veulent les aider et partager des choses avec eux, y compris de la nourriture qu'ils pourraient garder pour eux-mêmes. Il y a quelque chose dans nos gènes qui fait que nous pouvons très tôt travailler avec d'autres à un objectif commun. Nous savons lire les intentions des autres et leur faire confiance. Il semblerait que ce soit cela qui fasse notre spécificité. Les hommes coopèrent et communiquent de façon très élaborée pour former des institutions sociales comme les universités et les gouvernements, pour construire des bâtiments, pour former des équipes sportives, pour faire la guerre. Dans l'armée, on sait très bien coopérer. S'entraider et faire des choses pour les autres, c'est quelque chose que les hommes sont très enclins à faire. Au cours du passage du primate à l'homme, quelque chose a changé. À un moment donné, notre cerveau s'est développé différemment. Aujourd'hui, les scientifiques pensent savoir quand et comment s'est produit ce changement. Nous sommes à Philadelphie où cette découverte a été faite tout à fait par hasard. À l'université de Pennsylvanie, Ansel Steadman étudie la dystrophie musculaire. Pour mieux comprendre cette maladie, il décide un jour de comparer les cellules musculaires des hommes à celles des grands singes. C'est alors qu'il remarque quelque chose d'inhabituel dans les cellules d'un muscle en particulier, celui de la mâchoire. Après avoir prélevé un échantillon de muscles maxillaires sur un chimpanzé et un autre sur un homme, il les compare au microscope. J'observe ici une lame contenant un échantillon d'un des muscles maxillaires d'un grand singe. Ces cellules rouges, vues en coupe, sont celles des fibres musculaires de la mâchoire d'un chimpanzé. Lorsque Steadman observe ensuite le muscle maxillaire humain, la différence saute aux yeux. Les fibres des muscles masticateurs de l'homme, en bas sur l'écran, sont 3 fois plus petites que celles des grands singes. Il ne s'agit pas d'un cas isolé. Tous les muscles maxillaires humains ont le même aspect. Steadman vient de découvrir que dans un passé lointain, une mutation génétique s'est produite, rendant la mâchoire de nos ancêtres moins puissante que celle des autres singes. On a peine à imaginer qu'une mâchoire moins puissante puisse être un avantage à l'époque de la préhistoire. C'est pourtant cette mutation génétique qui pourrait être responsable de quelque chose d'encore plus surprenant. La clé se trouve dans la façon dont les muscles sont attachés à l'os, dans le cas présent, au crâne. Si vous regardez ce crâne d'orang-outan, il s'agit d'un mâle adulte. On voit très clairement que les muscles ont laissé une marque indélébile sur le crâne à l'endroit où ils s'attachaient. Et donc cette crête spectaculaire, qui est très développée sur ce spécimen, montre que cet individu avait un muscle maxillaire très puissant. Tous les grands singes ont une crête au sommet du crâne. Elle est nécessaire, car leurs puissants muscles maxillaires ont besoin d'un solide point d'ancrage. Mais ce crâne très épais présente un inconvénient. Il forme une cage rigide autour du cerveau. Chez les hommes, le muscle maxillaire étant moins puissant, il exerce moins de pression sur le crâne. Si on regarde maintenant ce crâne d'homme adulte, on voit que le contraste est saisissant. La surface est plutôt lisse. Il y a une toute petite marque résiduelle. Mais en fait, ce muscle maxillaire était très fin, comparé à celui de l'orang-outan que nous venons de voir. Il y a 2 millions d'années environ, plusieurs espèces d'hominidés peuplaient la planète. Des populations avec des individus aussi différents physiquement les uns des autres que ceux-ci vivaient côte à côte. Ces crânes sont ceux de 2 espèces différentes d'hominidés ayant cohabité pendant 2 millions d'années.
l'Australopithecus boisei à gauche et l'Homo erectus à droite. Les anthropologues sont convaincus que la mutation génétique qui a affaibli le muscle maxillaire et permis au crâne et au cerveau de se développer s'est produite chez l'un de ces deux hominidés. Mais lequel? L'Australopithèque a un gros muscle maxillaire comme les singes, tandis que l'Homo erectus a un muscle plus fin comme les hommes. C'est chez ce dernier qu'est apparue la mutation génétique. L'autre différence, c'est bien sûr la taille de la boîte crânienne. Le cerveau de l'Homo erectus fait 2 fois la taille de celui de l'Australopithecus boisei. Mais quand cette mutation a-t-elle eu lieu? En comparant l'évolution des gènes des différentes espèces sur des millions d'années, Ansel Stedman a calculé que le puissant muscle maxillaire avait cédé la place au muscle plus faible chez notre ancêtre l'Homo erectus il y a environ 2 400 000 ans. C'est l'une des étapes les plus importantes de l'hominisation. Et elle est due à une seule mutation génétique. Cela s'est produit chez un individu à un moment de l'histoire où le patrimoine génétique était constitué d'espèces qui avaient toute la version normale de ce gène. Pourtant, au fil du temps, le seul gène qui a survécu chez l'homme, c'est le gène mutant. Il a éclipsé toutes les autres versions qui se trouvaient dans le patrimoine génétique de l'époque grâce à la fixation génétique. Une simple mutation génétique, mais suffisamment importante pour que nos ancêtres surpassent tous les autres hominidés. Mais comment nos premiers ancêtres ont-ils survécu avec des muscles maxillaires 10 à 50 fois moins puissants que ceux de leurs rivaux? Si vous savez que vous allez perdre un combat mâchoire contre mâchoire, vous allez éviter ce type de combat et trouver d'autres moyens d'écraser vos adversaires. Et c'est exactement ce que nos ancêtres ont fait. Au lieu de faire marcher leurs muscles, ils ont fait marcher leur tête. Dotés d'un cerveau plus volumineux, nos ancêtres ont commencé à coopérer. Ils ont échangé leurs plans et développé des structures sociales complexes. C'était le début d'une évolution qui finirait par nous propulser dans un monde totalement différent. Mais avant que l'homme moderne n'apparaisse et ne domine la planète, il nous fallait un dernier ingrédient pour vraiment prendre notre essor. Un dernier événement crucial devait se produire, la dernière pièce du puzzle. Il y a plus de 2 millions d'années, nos ancêtres ont changé. Une simple mutation génétique dans le muscle maxillaire a permis à notre crâne de se développer et à notre cerveau de devenir plus volumineux que celui de nos cousins les grands singes. Mais un dernier changement allait donner naissance à l'homme moderne. Et c'est ici, à l'université d'Oxford, en Angleterre, qu'il a été mis au jour. En 1996, des chercheurs étudient 3 générations d'une même famille, dont 16 membres ont de graves troubles du langage. On m'a fait des examens du cerveau. Je suis allé à l'hôpital pour passer un scanner. Ils ne peuvent pas effectuer les délicats mouvements de la langue et des lèvres qui leur permettraient de parler clairement. En étudiant leur ADN, les chercheurs découvrent qu'ils ont tous le même défaut génétique. Chez l'homme moderne, un gène appelé FOXP2 joue un rôle primordial dans le langage. Les scientifiques pensent qu'au cours de l'histoire, une mutation de ce gène a permis la création des connexions cérébrales nécessaires au mouvement des lèvres et de la langue. Mais aucun des 16 membres de la famille ne présente cette mutation. Sachant désormais ce qu'ils cherchent, les scientifiques essaient d'établir à quel moment s'est produite la mutation du gène FOXP2 chez nos ancêtres. Et ils découvrent qu'elle a eu lieu il y a à peine 200 ou 300 000 ans. Ainsi donc, nos premiers ancêtres qui se sont éloignés des chimpanzés et des bonobos il y a 5 millions d'années ne pouvaient probablement pas parler. Il faudra attendre des millions d'années avant que nos ancêtres acquièrent cette faculté. Il se peut que la mutation du gène FOXP2
coïncide avec l'émergence d'une nouvelle espèce dans une zone de l'Afrique subsaharienne. L'Homo sapiens, autrement dit, vous et moi. Doté de cette nouvelle arme linguistique, l'Homo sapiens sort des frontières de l'Afrique et gagne l'Europe et l'Asie. Cette aptitude à communiquer allait nous propulser en avant. Nous partagions désormais notre savoir avec d'autres. Nous pouvions expliquer, enseigner, copier et apprendre. Chaque génération ajoutait aux connaissances de la précédente. Si on regarde l'histoire de l'homme, au début, on avait des technologies très simples, des institutions sociales très simples. Aujourd'hui, elles sont très complexes. C'est ce qu'on appelle l'effet de cliquet. Chaque génération d'enfants apprend tout ce à quoi elle est exposée. Ensuite, elle innove peut-être un peu, et la génération suivante apprend la version innovée. Puis elle innove à son tour, et la génération suivante apprend la nouvelle version. Notre culture gagne en complexité au fil du temps, et nos enfants en bénéficient automatiquement. Notre langage est devenu complexe, nos technologies ont évolué, notre culture s'est enrichie. Nous avons été propulsés très vite à des années-lumière des autres espèces. Le grand singe primitif est devenu l'homme moderne. Sur bien des plans, nous ressemblons encore aux singes. Mais de petites différences dans notre ADN nous distinguent. Un cerveau supérieur, un langage articulé, des outils complexes et notre aptitude à partager des objectifs et à travailler ensemble. Pourtant, les grands singes aussi sont uniques à leur manière. Ils ont une force physique hors du commun, d'excellents réflexes et une mémoire immédiate phénoménale. Les grands singes, comme les hommes, se sont adaptés à leur environnement. Mais une différence se détache de toutes les autres. L'homme est devenu une espèce incroyablement prospère. La planète compte aujourd'hui 6,6 milliards d'individus. Un contraste étonnant apparaît entre les hommes et les grands singes. Le nombre de bébés humains qui naissent tous les 2 jours dépasse de loin la population mondiale des grands singes. Nous partageons presque la totalité de nos gènes, mais c'est le petit pourcentage que nous n'avons pas en commun qui fait toute la différence.